YouTube et bienvenue. Aujourd'hui on est en live sur Twitch avec nos super potes lecteurs, nos super potes sur Twitch. Ça fait une semaine que j'ai pas fait de live sur Twitch, donc pour moi ça fait un petit peu bizarre, je vous avoue. Mais je reviens pour parler des sorties littéraires et je fais une pierre deux coups parce que j'aurai cette vidéo là à vous proposer aussi et je trouve ça plutôt chouette. La dernière fois vous aviez plutôt bien aimé le concept de le faire en live, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le reprendre, hein. Objectivement je ne m'embête pas, vous aimez bien, je continue. Du coup, comme vous le voyez, le premier livre dont je voulais vous parler, je l'ai déjà. Je l'ai reçu des éditions Brajlon, donc dans la collection Big Bang. Il s'agit de Vespertine de Margaret Rogerson, que j'ai eu la chance. Tout le monde vous dit bonjour, hein, YouTube. Tout le monde vous dit bonjour sur le chat. J'ai juste pas eu la chance, enfin l'espace pour remettre le chat sur la vidéo, mais ils vous disent tous bonjour. Voilà, ils sont tous à fond. En tout cas, j'étais trop contente parce que j'avais rencontré Margaret Rogerson au salon Troll et Légendes et elle est trop gentille, elle est juste trop mignonne, elle est trop chou. Et quand j'ai vu Vespertine, je me suis dit mais pourvu que je le reçoive bientôt. Je l'ai reçu et regardez-moi cette petite beauté. Non seulement la couverture est très belle, mais franchement, le reste est juste magnifique quoi. Je me souviens plus quand on le Ah si, en fait je me souviens quand on le déshabille comment il est. Regardez, à l'intérieur, je sais plus si c'est... Si, bien sûr. Voilà, quand on le déshabille, c'est juste magnifique. Donc c'est l'autrice de Sorcery of Thorns et Enchantment of Ravens. Et ça, c'est voilà, vraiment le tout début. Il est vraiment magnifique. Il y a un travail éditorial de fou. Et c'est exactement ce que nous dit Evipo. Magnifique travail éditorial, c'est clair. Je vous montre les en-têtes de chapitre si ça passe à peu près. Je trouve ça magnifique. Bien sûr, en version reliée, moi j'ai un petit peu plus de mal en général à les lire en relié parce que ça pèse son poids et puis c'est pas très pratique dans le sac à main. Heureusement qu'on a des pochettes à livres maintenant, mais voilà, c'est pas forcément évident. Dans ce roman, on vous dit les morts de la Loraille ne reposent pas en paix. On suit Artemisia qui suit l'enseignement pour devenir une sœur grise chargée de purifier le corps des défunts. Moi j'avais lu ça, j'étais déjà embarquée. Pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Dans le cas contraire, ils se relèvent sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Un travail de l'ombre qui lui convient parfaitement, Artemisia préfère avoir affaire aux morts plutôt qu'aux vivants qui se méfient de ses mains brûlées et de son passé trouble. Je m'arrête là pour le résumer, j'ai toujours peur que le deuxième paragraphe en dise trop. Je pense que rien que le fait de travailler avec les morts plutôt qu'avec les vivants, je vais adorer ce personnage principal. J'ai beaucoup trop hâte de le découvrir, il va être dans ma pile à lire de juin, celui-ci, c'est sûr, vraiment sûr. Et vous dans le chat, qu'est-ce que vous en dites? Alors c'est tellement beau, il est beau, canon. Salut Armel, comment vas-tu? Tu ne feras pas craquer pour ce premier livre parce que j'ai déjà craqué. Lisa, elle a déjà craqué. Voilà, on est avec Lisa qui a déjà craqué pour ce roman, évidemment. Et il fait trop envie à Mélanie. Bah ouais, écoutez... Moi, il me fait trop envie aussi. Je vais le lire très vite. Enfin, très vite. Vous savez ce que ça veut dire avec moi, hein. Ça veut dire dans l'année, à peu près. Mais vraiment, il est magnifique, il est splendide. Franchement, ils font de plus en plus de dessins, je trouve, sur les tranches comme ça. Et c'est clairement pour me ravir. J'adore ça. J'adore vraiment ça. Voilà pour celui-ci. Il est trop beau, on est d'accord. Et on va continuer avec un second roman beaucoup trop beau. Mais là, c'est un tome 2. Moi, j'ai le tome 1. Il s'agit donc c'est de Justin Cole. Moi j'avais Le Maître des Chagrins, c'est Les Dieux Silencieux. Donc là tome 1, le tome 2 sort en juin. Celui-ci il vient de sortir en poche. Si jamais ça vous intéresse, franchement il y a le poche qui vient de sortir, ça vaut le coup je pense. Parce que là ceux-ci ils font 25€. Voilà quoi. C'est assez intéressant quand même de le prendre en poche quand c'est ce genre de prix-là. Là, ici, je vous lis pour le premier tome, parce que vous avez le second tome qui sort, c'est bien de savoir qu'on va continuer la saga, surtout que celui-ci, il est sorti il y a un moment déjà, 2020, juillet 2020, donc ça fait 2 ans que les gens attendent le tome 2, je suis plutôt contente de ne pas l'avoir encore lu, du coup, franchement. Et du coup, on est avec Anève de Brett, qui est une exception parmi les élèves de l'académie. Elle a survécu à un sacrifice. Non, c'est un homme. Il a survécu à un sacrifice et il a été élevé par ceux-là même qui ont tué ses parents. C'est horrible. C'est horrible. 17 ans plus tard, Anève porte le fardeau d'une magie interdite. Pris en étau entre les idées déclinantes de son mentor et celles de l'académie, il doit trahir ses amis proches s'il veut accéder à un avenir prometteur. Après, il y a d'autres phrases, mais je pense qu'on en sait déjà assez. Je pense qu'on en sait déjà bien assez.
Poche, c'est plus raisonnable. Je vois même d'occasion déjà pour le tome 1. Ouais, bah oui. Oui, après, vous pouvez voir d'occasion maintenant, vu que ça fait 2 ans déjà qu'il est sorti. Je pense que les gens l'ont en effet... Enfin, sont en train de le revendre, ou l'ont peut-être revendu déjà aussi en ne voyant pas la suite arriver, ça c'est possible. Mais bref, la suite arrive en juin, et je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que je vais peut-être pouvoir enfin me lancer dans celui-ci. Je sais pas combien il y aura de tomes. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura un tome 3? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, la suite va sortir. Vous pouvez vous lancer dedans, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On est quand même dans pas mal de fantaisie là. Hein. Ensuite, j'enchaîne avec de la romance. Je vous le dis tout de suite. J'enchaîne avec... Ah non, c'est pas de la romance? Ah oui, mais non. Je me trompe. J'enchaîne pas avec de la romance. Alors ça, bravo Manon, franchement, t'aurais pas pu faire mieux, bravo, bravo. En fait, je regardais les livres que j'ai à côté de moi, mais je les ai pas tous en fait, j'ai un petit peu oublié. Donc, il s'agit de Personne ne doit savoir, de Claire McGowan, aux éditions Hauteville. Je pense que ça fait une sorte de... J'imagine que... Un petit thriller mignon, un petit thriller sympathique chez Hauteville, j'imagine. On est avec Alison qui organise une réunion d'anciens camarades à Oxford pour fêter une amitié, c'est tout ce dont je me souviens. Et entre deux, elle s'est mariée avec son conjoint qui s'appelle, attendez, je triche, qui s'appelle Mike, et elle a 2 enfants. Elle vit dans la maison de ses rêves dans le Kent, mais lors de la fête, ça vire au drame, sa meilleure amie Karen arrive, le visage ensanglanté, et elle affirme que le mari d'Alison l'a violée. Ça fait un peu thriller domestique. Vous êtes dans cette famille absolument idyllique pour certains, avec cette femme qui a ce mari parfait, qui est avocat, qui a bien réussi dans la vie, avec ses 2 enfants parfaits, et d'un seul coup, lors de sa fête, des anciens potes d'Oxford, de je sais pas quelle fac, ouais, Oxford, voilà, je l'ai dit juste avant, mais c'est pas grave, et il y a cette meilleure amie. Tu vois, moi je mets ça quand même, parce qu'en général, les meilleurs amis, il y a des trucs, tu vois. Et elle arrive, le visage en sang, et elle s'est fait violer par le mari lors de la fête. C'est bizarre. Est-ce que c'est vrai? Qui ment? Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, bien évidemment, mais je trouve ça assez intéressant. On vous dit quand même, la dernière phrase était intéressante, on vous dit « Ce douloureux épisode fait ressurgir les plus sombres souvenirs de leurs années de fac. Et certains sont prêts à tuer pour que ces souvenirs restent des secrets bien gardés. » Ok. Moi, il m'a fait bien envie. Franchement, je dis pas que je le lirai, je pense que j'attendrai les avis là-dessus. Vraiment, je foncerai pas dessus, je vais pas me l'acheter à sa sortie, je sais même pas s'il est encore sorti, s'il est déjà sorti, mais voilà. Ouais, celui-là il tombe bien. Par contre, grand format celui-là, donc gros prix, oui. Petit thriller domestique, comme dit Savoué, c'est ça. Wish pour petite Nanu, ça fait peur pour Mélanie. Les romans avec les histoires de viol vues par un regard d'un membre de la famille de la personne accusée, ça me donne pas super envie. Ouais, je peux comprendre, apocalyptique. Je peux tout à fait comprendre. Après, vraiment, ça dépend comment c'est travaillé, tu vois. Pour le maître des chagrins, je viens de voir sur Goodreads qu'en VO, il y allait avoir 4 tomes. D'accord. Salut Pouxou, comment vas-tu? Donc 4 tomes pour le maître des chagrins, donc celui-ci juste avant. 4 tomes, bon, je vais peut-être attendre un petit peu alors. Je vais peut-être attendre qu'il y ait le 3e, parce que si on met 2 ans par tome, il se peut que ça me saoule rapidement, tu vois, que j'oublie très rapidement surtout. Je peux oublier très rapidement en tout cas. Donc voilà. Celui-ci, liste médiathèque, pas envie de l'acheter, mais bien de le lire. Bah t'as bien raison, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut être carrément intéressant. Bon, on va toujours pas sur de la romance, je crois, mais je peux me tromper parce que je me souviens plus de l'ordre. Désolée. Pardon. Eh ben si. Mon Dieu, c'est la vidéo. La vidéo de la loose. Bref. Allez, c'est Perséphone, le tome 2. C'était celui-ci, la romance dont je vous parlais. Moi, j'ai le tome 1. C'est de Scarlett Sinclair. Donc le tome 1, c'est A Touch of Darkness. Et là, on est sur A Touch of Ruin. Aux éditions Hugo Roman. On voit la préparation pointue du live. Mais grave. Déjà, j'ai tous les livres à côté de moi, d'accord? J'arrête les prédictions, je te jure, Célène. J'arrête. Les transitions sont soignées ici. Les gens se moquent de moi. Venez sur Twitch, on peut se moquer de la streameuse. Voilà. Ce serait bien tombé sur la romance à un moment ou l'autre, ouais, tout à fait. J'aurais pu le dire à chaque fois, hein, t'as raison. Du coup, moi, j'ai le tome 1 que j'ai pas encore lu, que je devais lire en lecture commune avec Léa Boukadict, et je l'ai lâchement lâché parce que vraiment, j'avais pas envie. Il y a des moments comme ça où vous êtes disposé à lire un certain genre de roman,
Et il y a des moments où franchement, t'as pas envie. Voilà, t'as pas envie. Du coup, on est avec la jeune déesse Perséphone qui vient de s'installer à Nouvelle-Athènes. Vous l'avez compris, on est dans une nouvelle réécriture de la romance d'Hadès et Perséphone. Personnellement, j'avais adoré Lore Olympus, ou en tout cas Tradition d'Olympus sur Webtoon. Clairement, je ne pouvais pas passer à côté de ce titre. Hadès et Perséphone, j'adore cette romance, si vous faites en sorte que Hadès ne soit pas l'oncle de Perséphone comme dans la mythologie. Parce que sinon c'est glauque, parce que sinon c'est de l'inceste, et parce que sinon je déteste ça. Donc voilà, là pour le coup, j'espère que c'est pas le cas. Donc on est avec Perséphone qui s'est installée, je vous l'ai dit, à Nouvelle-Athènes, et qui est dans la peau, enfin qui incarne une journaliste mortelle. Le webtoon a repris, mon dieu, Lisa qui me dit que le webtoon a repris. Oh oui, je vais pouvoir reprendre. Tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Qui met 100 € sur le fait que c'est Hadès? Qui? Voilà, tu vois, évidemment. Je voulais le prendre celui-là, mais j'ai entendu que ça parlait pas du tout de mythologie, donc je passe. Bah en fait, je pense que tu prends juste Perséphone comme déesse de la fertilité, déesse de la fertilité, et Hadès comme, dieu des enfers. Parce que finalement, après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres, dont les conditions sont impossibles, parce que Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais, en sachant que Perséphone, en déesse pour créer la vie, en déesse de la fertilité, elle est nulle dedans. Voilà, donc à voir, je sais pas du tout, moi personnellement ça m'intéresse dans ce sens-là, on verra si je me prends le tome 2 qui sort du coup en juin, mais ouais, on est dans une sacrée réécriture, hein, clairement, je sais pas, on verra bien, il y a 3 tomes il me semble, ça peut être voilà, une réincarnation dans le monde moderne de cette mythologie, pourquoi pas, moi de toute façon j'ai déjà le tome 1 donc je suis foutue, hein, je vous le dis tout de suite. Il me tente bien, mais j'ai peur de pas accrocher. Bah ouais, c'est possible. Je vais lancer un sondage romance ou pas romance. Non, je crois qu'il y en a plus, Lisa. Laisse tomber. 2 épisodes sont sortis, je suis à jour. Moi, je suis pas du tout à jour. J'ai même pas fini là où ils sont arrêtés parce que j'avais pas envie de finir et d'attendre. Et du coup, j'ai pas fini. Je me suis arrêtée avant. Je me suis auto-censurée, tu sais. Voilà. Le truc qui ne sert à rien. Pourquoi est-ce que tu t'auto-censures? Je ne sais pas, mais je l'ai fait. Et mise un peu sur le côté. D'accord, Lisa. D'accord. Bon, je ne fais plus de plan sur la comète, je ne sais pas ce qui arrive après. Il s'agit de... Oh, je me suis trompée de bouton. Magie funèbre de Kailena Price. Non, Kailena Price, c'est de... Oui, c'est Alex Craft, Magie funèbre. C'est ça. Donc de Kailena Price. Et du coup, en fait, ça m'a trop fait penser à Anita Blake et ça m'a beaucoup trop fait penser, vous vous en doutez, à notre live avec Lynn Coreb quand on a parlé d'Urban Fantasy. C'était un live qui m'a énormément plu. Elle m'a donné trop envie de relire de l'Urban Fantasy. Moi, j'avais beaucoup adoré. C'est un peu bizarre comme formulation, mais j'avais beaucoup aimé en tout cas les Anita Blake jusqu'à ce que ça finisse en quoi ça se termine en 9e, 10e tome déjà, c'est-à-dire tout le monde tout nu et absolument plus d'enquête. Et ils sont au tome genre 28, je crois, 29, un truc comme ça. Et on m'a dit que c'était pas mieux après. Donc voilà, je ne continue pas. Mais là, en fait, le résumé vous dit qu'on suit Alex Craft, qui est nécromancienne et consultante pour la police. Donc clairement, ça commence un petit peu comme Anita Blake. Et c'est ça qui m'a plu directement. Parce que si on continue vraiment dans ce côté enquête et urban fantasy, ça va me plaire. C'est sûr. Donc on suit cette Alex Craft qui a la faculté d'invoquer les ombres et du coup qui essaie d'en vivre. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'humour parce que rien que dans le résumé, c'est écrit avec humour. Je pense qu'elle est un peu mordante, la Alex Craft, en fait, tout simplement. Alex Craft, c'est difficile à dire. On va dire Alex, d'accord? Alex pour les intimes. Et en fait, elle vous dit « Question magie noire, je croyais avoir tout vu. Mais le meurtrier que je traque en ce moment est d'une malveillance crasse. J'ai beau être en bon terme avec la mort, cette fois, il n'est pas impossible que j'y laisse ma peau. Et peut-être mon âme. » Bref, moi, le seul truc qui m'intéressait, c'était que ça ressemblait pas mal à Anita Blake. Et vu mon amour pour Anita Blake, vraiment, je pense que je vais le tenter, celui-ci. Il est aux éditions quoi? Aux éditions MXM? C'est quoi cette couverture-là? C'est ça, non?
je pense. Collection Infinity, donc oui, MXM. De toute façon, c'est toujours un peu ces mêmes couvertures magnifiques, je trouve. Moi, ça me dit bien. Franchement, moi, je vous le dis, ça me dit bien. On verra si je le prends en juin à sa sortie ou pas. Je sais plus s'il sort à la fois en papier et en Kindle ou d'abord en Kindle puis en papier le mois prochain. Mais voilà, ça me faisait trop envie. Voilà, voilà. Je crois que tous les participants au live veulent lire de l'urban fantasy depuis, mais grave, Lynn Correp, elle nous a partagé sa passion. Ça a donné beaucoup trop envie de les ressortir. Vraiment, vraiment. Oh, courage Célène, elle a une super carte cadeau Amazon. Franchement, trop bien. Franchement, trop bien. J'espère que tu commanderas des choses cool qui vont te plaire. Vraiment. Hop, on continue avec le roman suivant. Il s'agit de Le contrat Dorian Gray de Mélanie De Coster aux éditions Milan. On suit dans cette histoire Maureen qui a 17 ans et en gros elle est incitée, en gros à 20 ans vous êtes incité à signer un contrat Dorian Gray et du coup vous ne vieillissez plus jusqu'à vos 70 ans. C'est-à-dire que vous restez jeune de vos 20 ans à vos 70 ans et en fait pile à 70 ans on vieillit d'un coup et on meurt en quelques minutes. Imaginez le choc. Le choc. C'est-à-dire que ton père a l'apparence d'un mec de ton âge, quand même, tu vois. C'est un petit peu bizarre. Et puis d'un seul coup, je trouve que c'est bizarre parce que t'es jeune pendant extrêmement longtemps. T'es jeune pendant plus de 50 ans. Tu restes à l'âge de 20 ans. Et à 70 ans, tu vieillis d'un coup. Ça doit être insurmontable au niveau de cette mort-là. Et c'est ce qu'on vous dit, je crois. La mort est ainsi devenue pour beaucoup insupportable puisqu'elle vous fauche en pleine santé. Et c'est vrai que pour les proches, c'est difficile. Enfin, on va sûrement parler de deuil et tout ça, et c'est peut-être pour ça que ça m'intéresse un peu, on va pas se mentir. Mais c'est quand même plus simple de faire son deuil quand t'es face à une personne âgée qui a bien vécu. Enfin, plus simple, on s'entend, c'est jamais très simple. Mais c'est plus difficile quand c'est brutal, que ça atteint une personne jeune. On a un sentiment d'injustice totale, alors que quand... Voilà, moi, ma grand-mère avait 96 ans. 96 ans. Bah, tu te fais une raison, quoi, tu vois. Mon arrière-grand-mère, 96, je crois. Un truc comme ça. Et en fait, tu te dis, ah, mais elle aurait pu aller jusqu'à 100. Et en même temps, tu te fais une raison parce que voilà. Et du coup, j'imagine qu'on est un petit peu dans ce truc-là. D'un seul coup, t'es jeune et on te fauche d'un seul coup. J'imagine que t'as cette réflexion-là. Et du coup, cette Morane qui a 17 ans, donc elle habite avec son père qui semble évidemment avoir le même âge qu'elle. Et il a un lourd secret. On vous dit qu'il a un lourd secret, et pour échapper à leurs ennemis, ils vivent dans une maison isolée au bord de la mer. J'ai pas envie d'en savoir plus. Rien que le fait de ne pas vieillir pendant 50 ans, franchement, ça avait assez titillé ma curiosité pour que je me penche sur ce roman. Ça me dit bien, j'ai bien envie de le tenter, on verra bien. J'espère quand même qu'on me parle un petit peu de deuil, sinon je serais clairement déçue, on va pas se mentir. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. La couverture fait fort comics. Oui, tout à fait, je suis d'accord, Lisa. Je suis d'accord avec toi. Thématique plutôt originale. J'espère que le sujet de l'âge et du vieillissement est bien traité. Bah oui, moi aussi. Clairement, je pense que je vais attendre les premiers retours, hein, clairement. Oui, après, il n'y a pas de deuil facile, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein, bien évidemment, mais je pense que tu le fais pas de la même façon non plus, tu prends pas de la même façon, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, après on va partir dans mon métier, donc je vais éviter, mais voilà. Voilà. Sortie suivante de juin, il s'agit de... Bien sûr, le nouveau roman de Nicolas Yoon, Instructions for Dancing aux éditions Bayard, qu'on a déjà vu chez Audrey du Souffle des Mots. Je crois qu'elle est, je sais plus si c'est un partenariat rémunéré ou pas, mais on l'a déjà vu un petit peu chez elle, donc franchement, je pense qu'il a déjà titillé pas mal de curiosité. On est avec Evie, qui a son père qui a trompé sa mère, et du coup, elle est sûre d'une chose, les histoires d'amour ne durent jamais. Oui, vous l'avez compris, on est dans une romance, je n'aurais pas dit qu'il n'y en avait pas d'autres. J'aurais pas dû dire qu'il n'y en avait pas d'autres, mais c'est pas grave, voilà. Et du coup, on vous dit qu'elle a de bonnes raisons de croire que les histoires d'amour ne durent jamais, parce que dès qu'elle voit un couple s'embrasser, elle a une étrange vision, et elle devient le témoin invisible de son histoire, et ça va de la rencontre à la rupture. En fait, à chaque fois qu'elle voit un couple s'embrasser, elle voit la rupture de ce couple. C'est trop bizarre, je trouve. Bref, elle va faire la connaissance de X,
Un jeune homme qu'on dit aussi agaçant, qu'il est beau et fascinant, mais lorsqu'il se retrouve partenaire pour un concours de danse de salon, Evie en vient à se demander si l'amour ne mériterait finalement pas qu'on prenne tous les risques. C'est Nicolas Youn. C'est Nicolas Youn et moi je me dis, ah ça me dit bien pour l'été, ça va être léger, ça va être bien. Nicolas Youn, vous vous souvenez, elle avait écrit The Sun is also a star, mais surtout Everything dont tout le monde parlait pendant longtemps. Je pense que c'est une auteure que j'ai très envie de suivre, donc je pense que je vais me pencher dessus, voilà. Par contre, X comme prénom, c'est extrêmement chelou. Nous sommes d'accord, peut-être que ce jeune homme cache son identité, je ne sais pas. Peut-être que c'est James Bond, le mec, j'en sais rien, tu vois. Tout est possible, Lisa, vu qu'on n'a pas encore lu ce roman. Voilà, je passe mon chemin pour celui-là. Ça m'intéresse pas trop. Ok, salut Kitoun, comment vas-tu en ce dimanche soir? J'ai l'impression d'être samedi, hein. Vraiment. Ensuite, roman suivant. J'ai envie de l'introduire, mais j'ai peur que ce soit pas celui-là. Ah si, j'aurais pu. Celui-ci, alors j'ai pas trouvé de meilleure photo que celle-là quand j'ai préparé la vidéo, mais là j'en vois une meilleure à côté, c'est pas grave. On est avec Happily Never After, donc les Disney Villains, et là on est avec Gaston, de Laurie Langdon aux éditions Hachette. Gaston. Voilà. Et c'est l'une d'entre vous qui m'en avait parlé quand on avait préparé la vidéo en live. J'avais fait une petite préparation avant avec certains. Et franchement, je pense que je vais craquer, je vous le dis tout de suite. Autant Vanessa, c'était le tome 1, ne m'intéressait pas du tout. Autant Gaston, bien sûr que oui. Donc là, on est avec Gaston, qui est un jeune homme frêle et malade, jaloux de son père et de son frère. Frêle et malade, Gaston, ça va pas avec lui. Que s'est-il passé? Voilà. Attaqué, enfin pas que s'est-il passé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne le soit plus? Parce que là, on est avec les vilains avant les contes, donc avant La Belle et la Bête. On va rencontrer Gaston avant La Belle et la Bête, donc comment ça se fait qu'il était frêle et malade, et comment est-ce qu'il a développé ses muscles en fait finalement, et comment est-ce qu'il s'est guéri, des choses comme ça. Et oui, en effet, c'était toi Lisa, voilà, j'avais peur de dire une bêtise et de te nommer alors que c'était pas toi, mais en effet, j'avais un bon souvenir du coup. Et on a Gaston qui est sauvé par une jeune sorcière, Agatha. Petit à petit, il tombe amoureux et nage dans le bonheur, mais cela peut-il vraiment durer? Je pense que nous avons la réponse à cette question. Hein, on va pas se mentir quand même, parce que sinon, s'il avait vraiment une petite Agatha à la maison, il s'embêterait pas avec Belle. Mais voilà, je peux poser une question yaourtière, Kitoun, vas-y. Le personnage tête à claque, mais sincèrement, il me tente. Mais oui, mais Gaston, on l'aime quand même, n'est-ce pas? Ça marche pas? Ça marche pas. Attendez, ça va marcher. Hop. Quel livre exceptionnel! Tu l'as lu? Non. Et oui, on a même des sons sur Twitch. Le personnage tête à claque, mais sincèrement, il me tente, oui. C'est intriguant ce qui se trame autour de Gaston. Non, c'est pas une BD Kitoun, non, c'est un roman. On aime le détester, j'aime déjà beaucoup cette collection vilain, je pense que celui-là me plaira, c'est possible. Roman suivant! Les Loups Dorés, aux éditions de Saxus, que moi j'ai en anglais, parce que vous le savez, j'ai toujours les romans en anglais, et je ne me réveille jamais assez tôt pour les lire avant qu'ils ne sortent en français. C'est l'histoire de ma vie. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, j'avais lu le roman là qui est sorti et que personne n'a vraiment aimé, alors que moi j'avais adoré en anglais. J'ai oublié. Mais voilà, moi je l'ai en anglais et je le trouve magnifique aussi. Donc The Gilded Wolves. Donc c'est de Roshani Chokshi, je pense. Donc là il sort aux éditions de Saxus. Franchement ils ont... Alors moi j'ai la version... je pense que je l'ai eu dans la Fairy Loot, donc je sais pas si c'était la couverture officielle dans... Regardez, moi je l'ai comme ça, hein. Il est trop beau franchement, il est très très beau. Je sais pas si c'est vraiment la version officielle de base. Non, je l'avais pas eu dans la Fairy Loot celui-là. Ah si, il est signé, donc je l'ai eu dans la Fairy Loot. Il est signé par l'auteur, Fairy Loot ou Holocrate, hein. Clairement je l'ai eu dans une box. Et on est à Paris. Donc dans les Loups Dorés, on est à Paris en 1889. Et du coup, qui dit Paris 1889 dit exposition universelle, bien évidemment. Et c'est ça qui est bien sur votre version, là, enfin la version française, pas votre version. La version française reprend la Tour Eiffel, ce qui est plutôt pas mal. Là, ici, on l'a pas du tout. On est avec
On vous dit un objet d'une puissance inimaginable qui pourrait changer le cours de l'histoire. On a le chasseur de trésors Séverin Montagnier Alary qui se voit promettre une récompense qu'il n'aurait jamais imaginée, c'est-à-dire récupérer son héritage pour récupérer l'artefact. Pour réussir son coup, il va s'entourer d'un groupe atypique, un historien, une brillante ingénieure, un rival aristocrate, un faussaire de génie et une danseuse espionne. Voilà, moi j'arrête là pour le résumé, je trouve qu'il a l'air plutôt chouette. Moi ce que j'aimais bien dans cette version-là, vous le verrez pas, mais on a des pages qui font pas toutes la même... vous savez, pas toute la même largeur, du coup il y a un côté vieux parchemin que j'aimais beaucoup. Bon bref, je verrai, j'essaierai peut-être de le lire en anglais quand même vu que je l'ai, et puis on verra un petit peu les premiers retours en français, je pense aussi parce que avec De Sexus, je vais pas vous mentir, moi à chaque fois ce qui me fait peur c'est la traduction. Est-ce qu'on va encore être dans une traduction pourrie ou pas? Voilà, je pense que c'est toujours un petit peu ma petite question. Mais il m'intéresse bien, il m'intéresse beaucoup, et je l'ai déjà en anglais, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Précommandé aussi. La Reine des Ombres, Lisa, c'est mon cerveau. Voilà, j'avais lu La Reine des Ombres en anglais, moi. Merci beaucoup. Il me fait trop envie, j'hésite à me le prendre. Je vais attendre la discussion, ouais, d'accord. The Shadows Between Us. Merci, Lisa. Du coup, on continue. Faudrait que je fasse un petit peu de montage après, quand même. On continue avec... La foudre et la fureur. Donc c'est The Harbinger, tome 1. La foudre et la fureur de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. On vous dit on suit Trinity qui risque de devenir aveugle à seulement 18 ans. À quel point c'est horrible. Voilà. Elle peut quand même percevoir et communiquer avec les esprits et les fantômes, un don unique qui lui fait courir un si grand danger qu'elle vit cachée depuis des années dans un lieu isolé au cœur des montagnes de Virginie occidentale, protégée par des gardiens, sorte de métamorphes. Car si les démons découvraient son pouvoir, ils la dévoreraient, littéralement. Oh, la pauvre. Un jour, un clan de gardiens tout droit venus de Washington DC fait irruption et annonce une nouvelle terrifiante. Une chose s'en prend aux gardiens et aux démons. Bon, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. J'ai pas lu la fin du résumé parce que franchement, moi je les lis jamais, je vous le dis depuis le début. Nouvelle série de Jennifer L. Armentrout. Clairement, nouvelle tentation. On est d'accord, Little. Clairement. Mais voilà, je sais pas, j'en ai d'autres à lire. Saga spin-off de Dark Elements. Il faut de préférence lire les 3 premiers tomes avant de lire ce livre, de ce que j'ai compris. Merci Lisa. Vous voyez que, franchement, le faire en live, c'est utile. Vous avez les infos de tout le monde. Merci Lisa, c'est trop gentil. Merci. Franchement, ça a l'air cool. Bah écoute, si on enlève le côté danger démon, isolé, caché, il me faut ça. Franchement, c'est clair. On va l'appeler le cerveau Wikilisa. C'est clair. Wikilisa, on est d'accord. C'est ouf. Bon, bah du coup, je vais vraiment commencer par l'autre saga. J'avais raison de pas trop m'intéresser à celui-ci. Merci Lisa. Livre suivant. La cuisinière de Castamar de Fernando J. Muñez. Aux éditions Charleston. Je sais plus si je leur ai demandé. Voilà, c'est le problème de ma vie actuellement, c'est que je sais plus si je leur ai demandé parce qu'ils ont dû m'envoyer le catalogue il y a longtemps. Parce que là, je crois qu'on a choisi pour août ou un truc comme ça. Donc voilà, l'histoire se déroule à Madrid en 1720 et on suit Clara Belmont, une jeune orpheline madrilène terrifiée par le monde extérieur. Elle a pris son courage à 2 mains pour entreprendre le voyage jusqu'au domaine de Castamar, où elle est attendue comme commise de cuisine dans le château ducal. Tandis qu'elle tente de trouver sa place parmi les domestiques, ce sont les festivités données en l'honneur de Doña Alba, la maîtresse de maison décédée 9 ans plus tôt, qui occupent tous les esprits. Car Don Diego, ça fait pas trop penser à Zorro. Franchement, Don Diego. Un petit peu. Don Diego, le taciturne et mystérieux duc qui s'était enterré dans sa propriété à la suite de son veuvage, reprend peu à peu sa place dans la société aristocratique et tous les grands d'Espagne sont attendus. Jusqu'à ce que Clara attire l'attention de Don Diego et vienne bouleverser la routine bien rodée de la maisonnée. Je veux trop le lire. Je vais attendre de voir si je le reçois, parce que je sais plus si j'ai demandé, et si j'ai pas demandé, je me le prends. C'est sûr.
Franchement, il me fait beaucoup trop envie. Il te tente bien aussi, Lisa? Franchement, on est d'accord, hein? On est d'accord. La série est trop bien. Don Diego de la Vega. Voilà, merci Kitoun. On est d'accord. Merci. Les gens ont les mêmes références. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc oui, celui-ci, je pense vraiment me le prendre pour le coup, parce que... Me le prendre, ou en tout cas le lire s'il me l'envoie, parce que vraiment, il m'intéresse bien. Et vraiment, moi, je vais avoir l'image de Zorro dans les yeux quand je vais vous lire Don Diego. Mais c'est pas grave. Franchement, qui est-ce que ça gêne? Il était classe, Zorro. Donc c'est pas gênant. Voilà. Livre suivant. On est avec une BD, voilà, que j'ai déjà reçue, parce que je l'ai reçue cette semaine, donc on fait un mini bouco hebdomadaire en même temps, même si on va finir après. Donc Les Sœurs Grémillet, le tome 3, Le Trésor de Lucille, de Di Gregorio et Barbucci, aux éditions Dupuis. Donc le tome 3, il sort quand? Le 10 juin, je crois, attends. Le 10 juin, voilà, le 10 juin, en sachant que le tome 2 était comme ceci. Regardez-moi ces beautés. Et le tome 1... comme ceci, je vous ai vraiment tout sorti. J'avais adoré le tome 1, j'avais beaucoup aimé l'image de la méduse et tout, vraiment j'avais beaucoup aimé. Le tome 2, je m'en souviens plus, je crois qu'il faudrait vraiment que je le relise parce que je m'en souviens plus. Mais du coup, le tome 3 sort la semaine prochaine. J'ai énormément aimé, on est avec les trois sœurs là que vous voyez sur chacune de ces couvertures. Et on apprend pas mal de choses sur leur famille, c'est beau, c'est touchant, c'est émouvant, les personnages sont bien développés, vraiment je vous conseille cette saga de BD. Si vous aimez les BD jeunesse, je pense que ça peut être fait pour vous, hein, clairement, moi j'avais beaucoup aimé. Voilà. Hop. Lily Poufy qui dit faut regarder la série, il ressemble tellement pas à Zorro que ça m'a guéri. Tu m'étonnes. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, ils étaient si mignons, c'est ça, le mot je crois que c'est mignon, touchant, voilà, c'est vraiment ça. Little aussi qui avait bien aimé les 2 premiers tomes. Je viens de lire le 1 emprunté à la médiathèque Noubizou, bah voilà, on est en plein dans le thème, tu vois. Super. Sortie suivante. Dragonfly Girl, celui-ci aussi me fait très envie, c'est de Marty Langback aux éditions Pocket Jeunesse. C'est le seul Pocket Jeunesse que j'ai noté pour juin. Je pense que, je sais pas s'il y en a d'autres, mais c'était peut-être le seul qui m'intéressait. Et ça commence par une phrase qui est assez percutante. On vous dit « Et si découvrir comment tromper la mort vous coûtait la vie ?» Quoi ? Tu vois, la formulation est intéressante. J'aime beaucoup comment ça sonne, comment ça résonne un peu. J'aime beaucoup cette formulation. On est avec Kira qui est surdouée, qui brille davantage dans les matières scientifiques que par sa popularité au lycée. Bon, ça c'est habituel. Dans l'espoir de payer les soins médicaux de sa mère... Ah oui, c'est vrai, c'est le résumé qui veut rien dire. Je me souviens, en fait c'est que des phrases comme ça. Là on vous dit dans l'espoir de payer les soins médicaux de sa mère, point. Genre c'est une phrase, tu vois. Bon bref, elle s'inscrit secrètement dans un concours prestigieux et contre toute attente remporte un prix. Elle s'envole donc pour la Suède où, vêtue d'une robe de soirée somptueuse décorée de libellules, d'où les libellules de la couverture, elle devient pour la première fois le centre de toutes les attentions. J'arrête là. Ça m'intéressait, je sais plus exactement pourquoi, juste pour la première phrase déjà je pense, et si découvrir comment tromper la mort vous coûtait la vie, franchement ça m'avait intéressé. On vous disait que c'était entre glamour et espionnage. Voilà, moi ça me dit bien, je sais pas vous, mais moi ça me dit bien. Je déteste la couve par contre, oui, c'est pas forcément la meilleure couve du monde, mais elle fait très old school, elle fait très roman d'il y a quelques années je trouve. Elle fait pas très moderne comme on fait maintenant. Au niveau des romans adolescents. Après, c'est mon avis, mais voilà, je peux comprendre, Lisa, pourquoi tu dis ça. 13 années 2010, voilà, on est d'accord. On est d'accord, on a pensé à la même chose. Sortie suivante. Girl, Serpent, Thorn, de Melissa Bachardoust, et là, ça sort aux éditions Stardust. Une fois n'est pas coutume. Je l'ai aussi. Je l'ai aussi en VO, sauf que du coup moi je l'ai eu comme ça. Pareil, alors j'ai la tranche verte. En fait j'ai la tranche de la couleur de votre roman je pense. Mais ça c'est la couverture originale et moi j'avais une variante. J'ai même des petites illustrations, regardez si vous voulez. Hop. On est avec ces personnages là si vous voulez voir un petit peu. Et il doit être signé aussi j'imagine. Ouais, il est signé aussi. Bon vous verrez pas, mais peu importe. Donc... je pense que je vais le lire en anglais aussi, hein. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On vous dit
J'aime bien comment commence le résumé parce que ça fait un peu conte. Il était une fois une princesse. Non, je l'ai pas lu, Lisa, arrête. Qui avait reçu la malédiction d'être venimeuse au toucher. C'est typiquement ce que j'aime, mais comment ils font? Et même là, hein, sur la couverture, c'est noté parfois, c'est la princesse, le monstre. Ah, ça a l'air trop bien. En vrai, je pense que je vais le lire en VO. Là, les romans, je vais pas les racheter en français, j'ai pas envie. Et franchement, je pense être capable de le lire en VO. Vraiment, les deux là, même si c'est de la fantasy. De toute façon, quand je lis en VO, je ne lis jamais de contemporain. On vous dit toujours que c'est un peu plus simple, ou des romans jeunesse qui sont plus simples. Je regarde, mais Luna, elle est profondément endormie, elle est trop mignonne, elle a la tête dans son nounours. J'ai mis une story sur Instagram si jamais vous voulez voir. À chaque fois, vraiment, je me dis non, je vais le lire en anglais parce que vraiment, je trouve que ça perd en saveur dès que tu traduis. Parfois, t'as le côté du traducteur, hein, tout simplement, l'essence même du traducteur qui arrive. Et voilà, je l'ai en VO, c'est tout. Hein, voilà. On est avec Soraya qui a vécu sa vie cachée, loin de sa famille, dans sa chambre, au dernier étage du palais ou dans les allées de la roseraie du Golestan. À l'approche de la cérémonie du mariage de son frère jumeau, Soraya doit décider si elle est prête à sortir de l'ombre pour la première fois. Ça fait un peu réponse, hein. Dans le donjon se trouve un démon qui détient les réponses dont elle a soif, les réponses à sa potentielle liberté. Moi je vais arrêter là. Franchement, pour le résumer, on est avec une princesse qui est venimeuse au toucher. À quel point c'est trop bien! C'est trop bien. Franchement, j'ai trop envie de le lire. Même, ça pourrait être ma lecture VO de juin. Hein. Franchement, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Oh! Elle a dédicacé son roman à tous ceux... Attendez, j'essaye de traduire en même temps. À ceux qui ont un jour... qui se sont un jour sentis capables d'empoisonner, en fait, ou monstrueux, ou érigés d'épines. C'est beaucoup trop beau. Elle le dédie aux gens qui se sentent monstrueux et tout. Enfin bref. C'est trop bien. Toxique, à tous ceux qui se sont sentis toxiques, c'est ça la traduction du mot que je cherchais. Est-ce que si elle se touche, elle se contamine du coup? Je ne pense pas, Lisa. Je ne pense pas. Je pense que ça va pas jusque-là. Je crois pas. L'histoire finit en une page. Ah, fini. T'as tout à fait raison. Ah, j'avais pas pensé à ça. Bien joué. Bien joué, bien joué. Sortie suivante. Ah là là. Le nouveau roman de Lucinda Riley, cette chère Lucinda qui est décédée il y a pas si longtemps que ça. Hein. Les mystères de Fleet House aux éditions Charleston. On est dans le prestigieux internat de Fleet House et on a un élève qui y est retrouvé mort au cœur du Norfolk. C'est d'abord la piste de l'accident qui est privilégiée. Mais pour Jazz Hunter, enquêtrice londonienne sollicitée pour l'investigation, tout porte à croire qu'il s'agit d'un meurtre. La victime, Charlie Cavendish, fils d'un grand avocat, avait en effet beaucoup d'ennemis. Alors que les mystères et les mensonges se multiplient à Fleet House, Jazz doit enquêter sur l'histoire des lieux et de ses occupants. Et bientôt, des secrets vieux de plus de 30 ans refont surface. À quel point vous avez envie de le lire? Non mais franchement, c'est là qu'il me faut la déformation de voix du forain, là. Franchement, ça fait fête foraine, tu sais. Tu fais ça. Vraiment, moi je l'ai demandé, j'en suis sûre et certaine, je sais que je l'ai demandé aux éditions Charleston parce que le dernier roman de Lucinda Riley que j'ai lu avec une enquête, je l'avais aimé mais d'amour, j'avais adoré ce roman, c'était La lettre d'amour interdite, j'avais adoré ce roman, vraiment, j'adore quand elle fait ce genre de mix avec des enquêtes et tout, c'est beau en général, j'espère. Enfin, je vais voir, je vais le découvrir, j'ai trop hâte. Et je crois que je suis pas la seule dans le chat, hein, je crois. Je suis justement dans les 7 sœurs, de nos bisous, voilà, bien sûr. Moi, ma tante m'a dit aussi qu'elle était dans les 7 sœurs, j'étais très étonnée. C'est pas du tout ce qu'elle lit d'habitude, j'étais vraiment très étonnée. Go panier directement, je viens de finir un Riley juste avant le live. C'était lequel, Lisa, que t'as fini ? Bon, ça fait pas envie à Kirika, d'accord. Il en faut pour tout le monde, tu sais. Il en faut pour tout le monde. J'ai beaucoup de mal à parler, attendez. J'arrive. Roman suivant. Echo de Thomas Old Hulvet aux éditions Brajlon. Moi, il m'a fait envie parce que j'avais l'impression qu'il pouvait clairement m'intéresser. Moi, j'aime bien avoir un petit peu peur dans certains thrillers. On vous dit, ils ont entendu l'appel de la nature, mais ils n'auraient pas dû y répondre.
Tu vois à quel point ça peut être sombre le truc, tu vois. Nick Gravers, alpiniste et journaliste de terrain, découvre en sortant du coma que son partenaire de grimpe, Augustin, est porté disparu et présumé mort. Ses propres blessures sont aussi graves qu'effroyables. Le visage enveloppé de bandages, incapable de parler, Nick feint l'amnésie, mais il se souvient de tout. Et là tu sais, avoue. Il se souvient qu'Augustin et lui ont été mystérieusement attirés par le Mont Maudit, un sommet isolé et méconnu des Alpes suisses. Il se souvient du calme étrange qui régnait sur les pentes du mont et de l'impression sinistre qu'ils ont ressentie en pénétrant dans sa vallée comme s'ils n'étaient pas seuls. Il se souvient, quelque chose les attendait. Et j'arrête là parce que je trouve que c'est déjà assez sombre. Ça te pose l'ambiance, t'as envie d'y aller. T'as envie d'aller toi aussi vers le Mont Maudit. Alors, par la pensée, personnellement, je n'irai pas vraiment. Je ne prends pas mes petites potes d'alpinistes, clairement, non. Mais ça me donne bien envie d'aller suivre Nick et Augustin vers cette chose horrible qui les a attaqués. Vraiment, voilà. Ça... L'ambiance est posée. L'ambiance est posée dans le résumé. Si déjà t'arrives à poser l'ambiance dans le résumé, c'est bien parti. Tu vois ce que je veux dire ? En général, c'est bien parti. Ah, celui-là intéresse Kitoun. Voilà, j'ai envie de tout lire, c'est affreux, surtout en ce moment que j'arrive presque pas à lire. Bienvenue au club, Célène. Bienvenue. Ah oui, Lisa, le domaine de l'héritière, oui. C'est comme l'île des damnés, on veut bien aller jeter un œil, mais de loin, mais grave. Moi, je veux bien venir, mais juste comme ça avec une petite caméra, tu vois. Juste de loin. De loin, de loin. Lui, j'attendrai sa sortie poche certainement, ouais, je comprends. Je vais pas les suivre suivre le rythme. Tu m'étonnes. Sortie d'après. Parce que normalement, à la base, quand on avait préparé le live ensemble, je m'étais arrêtée à celui-ci. Sauf que j'en ai rajouté 5. Voilà, j'en ai rajouté 5, sachez-le. Le prochain, bien sûr, il s'agit de Journal intime d'un dieu omniscient. Là aussi, petit boucou hebdomadaire. Salut. D'Adrien Mangold. Aux éditions L'Homme sans nom, qui sort là en juin. Et il me l'a dédicacé. Alors moi je trouve ça assez particulier que Adrien Mangold me dédicace le journal intime d'un dieu. Mais bon, apparemment ça ne fait tilter que moi. On vous dit que justement, en fait, le résumé est assez drôle. Parce qu'on vous dit, c'est déjà celui qui raconte l'histoire qui est dans le résumé. Le dieu omniscient en question a fait de moi son prête-plume. Disposant d'un peu de temps libre, il s'improvise guide pour vous faire découvrir sa planète. S'il vous plaît, ayez pour lui une certaine indulgence si ses obligations le rattrapent. Bref, on vous dit, chers lecteurs, chères lectrices, les humains sont passés de mode, bienvenue dans une société d'eau, de feu et de roche, bienvenue dans un monde où les villes naissent, la révolution approche et le jour paraisse, bienvenue sur Astria, gage embarque, j'arrive, franchement, là j'ai le Chant des Géants et celui-ci à lire des éditions HSN, clairement, je vais n'en faire qu'une bouchée, j'ai trop envie. Avec un titre pareil, ça doit être un titre un peu loufoque, ouais. Celui-là me tente beaucoup, et Hippo, bah oui. Ben oui, et remarque très juste, c'est souvent parce qu'on n'a pas le temps de lire qu'on a envie de tout lire. Je suis tellement d'accord avec toi, c'est l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie. Kirika, ça a l'air cool. Bah écoute, tu vois, tout le monde peut trouver son bonheur. Vraiment, celui-ci, il me fait trop envie. Je peux vous montrer un peu l'intérieur si vous voulez, quitte à la voir. Partie 1. Est-ce qu'on voit? Non, bof. Attends, je mets sur le côté. Hop, voilà. La voilà mon introduction et elle commence par Dieu écrit. Haha, il y en a des névrosés. Il commence vraiment bien. Je sais pas si j'ai le droit de vous lire les premières lignes, mais je m'en fous. Désolée. Ça a l'air trop bien. On distingue des formes, oui. C'est ça. Il y en a des névrosés, sérieux. Ça commence vraiment par ça. Il y en a des névrosés qui ont prétendu prendre la plume pour moi. Oh là, je vais pas lire la suite parce que ça fait très polémique tout ça. Bon, du coup celui-ci, forcément je vais le lire, il va être dans ma pile à lire de juin, je pense que ça ne fait aucun mystère. Roman suivant. BD suivante, je vais arrêter de dire roman. Je l'ai acheté, je vais vous le dire tout de suite, elle est sortie le 1er juin et je l'ai. C'est Le Jardin des Fées. Donc le tome 1, Bergère des Fées, par l'autrice de la BD Princesse Sarah, donc Alouette Moretti, aux éditions Dracou. Ta porte a bougé, c'est flippant, c'est Luna. T'inquiète, elle est partie manger. T'inquiète, Célène. Je vous montre au niveau des dessins, de loin, bien sûr. Vous en faites pas, c'est Luna. Il n'y a pas de fantôme ici.
Sauf le jour d'Halloween, on essaiera de faire un petit truc, je pense. Règle numéro 1. Le berger doit garder secrète l'existence des fées. Règle numéro 2. Jamais il n'exigera de vœux, car chaque vœu tue la fée qu'il exauce. Règle numéro 3. Il leur fournira des fleurs pour qu'elles conçoivent le miel qui soigne tous les maux. Règle numéro 4. Pour cela, il ira sur les routes et un jour, il leur trouvera enfin un jardin. Ça a l'air trop bien. Je vais me le faire, je pense. Oui, je l'ai, mais tu sais, je l'ai acheté Little. J'ai pas eu de partenariat avec Dracou. Je vais me le faire, je pense, demain. Objectivement, j'ai bien envie de me le faire là avant de voir des avis. J'ai pas encore vu d'avis et ça me va très bien. Elle me fait toujours envie, une BD de plus à noter pour quand il sera à la médiathèque. Mais oui, clairement, empruntez vos BD à la médiathèque, vous avez raison. Moi, j'ai la chance d'en recevoir certaines. Alors celle-là, je l'ai achetée. En fait, j'ai la chance d'en recevoir certaines, donc j'en achète quelques-unes. Tu vois, c'est un petit peu donnant-donnant. Je réinjecte ce qu'on m'envoie. Mais voilà, elle a l'air beaucoup trop bien. Vous avez raison. Ensuite, Chaque serment que tu brises de Peter Swanson aux éditions Gallmeister. Celui-ci, je l'ai noté parce que Peter Swanson, c'est l'auteur de Vis-à-vis, qui est un roman déjà qui me tentait beaucoup. Et là, on est avec Abigail, qui n'aurait jamais imaginé épouser un millionnaire, jusqu'à ce qu'elle rencontre Bruce, séduisant homme d'affaires new-yorkais. Certes, ce n'est pas la grande passion, mais Bruce est gentil, rassurant et attentionné. Et surtout, il a de l'argent, quoi. Franchement, je suis désolée, mais quand on te dit ça, mais Bruce est gentil, rassurant et attentionné, et il a de la thune, ok ? Au point d'organiser lui-même son enterrement de vie de jeune fille en Californie. Là, passablement éméchée, Abigail passe la nuit dans les bras d'un parfait inconnu. Ah bah bravo. Scotty, une erreur sans conséquence, pense-t-elle, non sans remords. Sauf que l'amant intempestif réapparaît juste avant la cérémonie et supplie Abigail de tout annuler. Pire, il la suit sur l'île privée où se déroule sa lune de miel. C'est là qu'Abigail commence à paniquer. Qui est Scotty ? Comment lui échapper sur cette île déconnectée du reste du monde ? Heureusement que Bruce est là, il saura la protéger et tout va s'arranger. N'est-ce pas ? Je crois pas. Quand tu finis comme ça, je crois pas. Moi, je suis d'accord, Lisa. Gallmeister, c'est très cher en grand format. Je pense que vraiment, j'attendrai la suite. Mais, enfin, j'attendrai déjà de voir les premiers avis. J'attendrai de voir s'il sort en poche. Et puis, de toute façon, de Peter Swanson, j'ai Vis-à-vis à lire déjà. Donc, je vais déjà me faire Vis-à-vis et après, on verra. Mais j'avais envie de le noter quand même pour cette vidéo. Voilà. Avant-dernière sortie. Oui, la vidéo est bientôt terminée. Avant-dernière sortie, il s'agit de... Les Cœurs de Ferraille que j'ai reçus des éditions Dupuis. C'est de Munuera et Becca. Donc le tome 1, Débris, Cyrano et moi. Et regardez-moi cette beauté. Alors, vous le voyez mieux sur l'image, mais on est dans un monde, une série de contes familiaux et modernes, on vous dit. Et on vous dit que ça se passe, je pense qu'il y a un côté steampunk, hein, clairement, dans un monde rétro-futuriste où les humains vivent entourés de serviteurs robots. La jeune Isea préfère se réfugier dans Cyrano de Bergerac, décidément, film conseillé par Tal, sa seule amie, qu'elle ne rencontre que par écran interposé. Mais le jour où Débris, sa nounou robot adorée est injustement renvoyée par sa mère, le fragile équilibre de l'adolescente s'effondre. Je ne veux pas lire la suite parce que ça n'est qu'une BD, donc je pense qu'il y a 48 pages, mais ça a l'air vraiment bien. Elle est sortie le 3 juin, donc vendredi. Donc elle est déjà disponible en librairie. Franchement, ça a l'air beaucoup trop bien. Vous verrez pas grand chose au niveau des dessins, je pense. Oh, j'ai perdu... Attendez. Hop. Je vous montre comme ça, c'est mieux. Voilà. Mais ça a l'air chouette. Ça a l'air très chouette, je trouve. Ça ne va pas du tout, j'ai envie de tout acheter. C'est la vie, Lisa. C'est la vie, c'est le but de cette vidéo. Voilà. Non. Le but, c'est pas de vous faire acheter des livres. Le but, c'est de vous faire savoir ce qui sort. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous faites exactement ce que vous voulez après. Il a l'air bien, celui-là, je le veux. Bon, ok, je l'avais pas vu, il a l'air cool. On est bien, là. On est bien. Dernier roman. Je peux vous dire, sans me tromper, que c'est de l'urban fantasy. Voilà. Je me suis pas trompée, c'est génial. La gardienne des portes d'Ilona Andrews. Donc le tome 1, c'est Dina 2000, je crois. Et on suit du coup Dina qui est aubergiste. En ce lieu, je suis le chef suprême et en tant qu'hôte, vous tombez sous ma protection. Salut Luna, merci d'arriver dans cette vidéo, c'est vraiment très gentil, c'est très stylisé en plus, c'est magnifique. Donc on a Dina qui dirige un charmant au secours bed and breakfast de style victorien dans une petite ville du Texas. Est-ce que tu peux me laisser tranquille? Au secours.
Son balai est une arme létale, son auberge est magique et pense par elle-même, conçue pour être un havre de paix, transitoire pour des voyageurs d'autres mondes. Dans ces circonstances, normal n'est peut-être pas le terme adéquat pour qualifier Dina. Mais surtout maintenant qu'une créature terrifiante s'est mise à chasser dans le quartier une fois la nuit tombée. Ça m'a fait penser à Havenfall, cette auberge. Alors c'était de... Luna, tu t'assois sur ma souris, tu vas tout casser. Oui, coucou Luna. Vous savez, Havenfall, c'était l'histoire de cette auberge avec des portails vers les autres mondes et tout. Et ça m'a fait penser un petit peu à ça, mais en version un peu plus adulte, en version un peu plus... un peu plus adulte, tout simplement, parce que Havenfall était un young adulte. Donc voilà, je l'ai noté, je sais pas trop encore... en vrai, non, je vous dis, je sais pas trop encore si je vais craquer, mais clairement, j'ai trop envie. Franchement, les deux de MXM, là, ils me font bien envie, entre celui-ci et Alex Craft, là... Peut-être. En plus, les couvertures sont absolument magnifiques. Donc voilà, c'est clairement possible pour moi. Sarah Holland, ouais, c'est ça le mec de Mag. Tout à fait. Luna exige un câlin. Bah, t'as vu, je lui ai fait, elle était pas contente. Donc voilà, c'est terminé pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu aussi sur YouTube. J'espère que ce format vous plaît toujours. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si c'est le cas, si c'est pas le cas. N'hésitez pas à me dire tout ça. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.